C'est-à-dire que nous allons expliquer toutes les formes de guerre et toutes les formes de pacification, de mouvements de paix jusqu'au plus récent. Et entre autres, on verra de manière très rapide la Première Guerre mondiale. Donc il m'a paru intéressant qu'un historien, en plus local, comme un joie, vous explique le vécu dans la Première Guerre mondiale. En plus, il a aussi la qualité d'être un collectionneur d'objets de la Première Guerre mondiale. Donc tout devrait être agréable pour tout le monde. Et il a écrit 13 ouvrages, pardon. Oui. 12, pardon, un 13e en construction. Et 2 que vous avez mis au CDI, je peux comprendre tout à l'heure. Oui. Voilà. C'est bon, vous aviez préparé des questions, je les ai réimprimées. Il va évidemment... J'en parlerai à la fin. Voilà, vous avez compris, il va vous faire d'abord la conférence et après il répond à toutes vos questions. C'est bon? Pas de souci? Ok. Donc bonjour à tous, je suis donc M. Auriol, je suis conférencier, historien et écrivain de la Première Guerre mondiale. Alors, comme disait un de mes ancêtres, qui avait fait la guerre de 14-18, pour parler de la guerre, on en oublie la première, il avait tout résumé, parce qu'à l'heure actuelle, on parle beaucoup plus de la deuxième que de la première. Néanmoins, c'est très important, la Première Guerre mondiale, puisque vous allez apprendre beaucoup de choses. Ça va vous surprendre, mais pourtant ça a bien existé durant la Première Guerre mondiale. Donc, je commence par l'année 1914, et le 5 février de cette année-là, apparaît pour la première fois un certain monsieur Charlie Chaplin, plus connu sous le pseudonyme de Charlot. Le 2 juillet, malheureusement pour nous les Français, c'est un mauvais jour. Pourquoi? Parce que l'Assemblée nationale vote pour la première fois l'impôt. On paie l'impôt depuis cette époque-là, le 2 juillet. Le 31 juillet, Jean Jaurès, le célèbre Jean Jaurès, est assassiné à Montmartre par un fou, Raoul Villain. Le 4 août, les sociétés allemandes, donc après le début de la guerre, les sociétés allemandes à Paris sont saccagées, et notamment Magie, qui était des bouillons Magie, qui était une firme allemande, et puis on va transformer. Il faisait mauvais de parler de l'eau de Cologne. Alors on disait l'eau de Pologne. Les berlingots, berlingots. Donc on avait traduit ça par les parigots, etc. Le 5 septembre, les officiers français, après la déroute de la Marne, sont envoyés à Limoges. Alors pourquoi Limoges? Tout simplement parce que c'était une ville où il y avait très peu de cinéma, très peu de distractions. Et de là vient le terme limogé. Quand on renvoie quelqu'un d'une entreprise, on dit on est limogé. Le mot vient de cette affaire-là. Le 10 septembre de la même année, le journal L'Homme Libre. Vous voulez que... Non, pourtant j'avais préparé. Non. Ah, peut-être le dessous. Voilà. L'homme libre devient l'homme enchaîné, et quelque temps plus tard, même s'il sera arrêté momentanément, le fameux canard enchaîné. Ça, c'est le numéro de 1917. Vous voyez, déjà, tous ces noms vous parlent un petit peu. Alors, côté français, les militaires sont mal équipés. Ils ont un pantalon rouge de cette couleur, qui était fait à base de garance, voilà, des graines de garance, mais les agriculteurs de la région PACA avaient arrêté la production parce que c'était pas assez rémunérateur. Alors on a essayé de faire une couleur un peu verte comme les Allemands. Malheureusement, il fallait utiliser un produit qui s'appelle la lézarine et qui était fabriqué uniquement par une firme allemande qui est connue encore de nos jours, la BASF. Donc, effectivement, on n'allait pas se servir auprès des Allemands puisque c'était l'ennemi.
Par contre, côté français, dans le paquetage, ils avaient un martinet. Alors, mes gens m'en gardent un mauvais souvenir, parce qu'à l'époque, on recevait des boulets avec ça. Et pourquoi le martinet? Tout simplement pour épousseter les pans de la capote, c'est-à-dire du manteau des soldats. Bien entendu, les soldats l'ont vite jeté parce que c'était pratiquement inutile. Par contre, du côté allemand, ils avaient le casque à pointe. Alors, vous saurez que du côté allemand, tout a été calculé. La pointe avait un rôle, c'était pas pour faire joli. Tu tournes en fonction. Voilà. Hop. Trop vite. Enfin bon. Voilà. La tenue, vous voyez, le rouge à côté est beaucoup plus voyant. Donc, le soldat allemand avec le casque à pointe. La pointe avait un rôle. À l'époque, il y avait deux soldats, le fantassin qui marchait à pied et le cavalier qui était sur le dos d'un cheval. Et depuis le cheval, il donnait des coups de sabre. Et la pointe avait pour but de dévier le coup de sabre. Tout avait été prévu et calculé chez eux. Chez nous, non, on se débrouillait comme on pouvait. 1915, on arrive, c'est l'année des tranchées. Alors on commence à connaître les tranchées et ça. Et donc ces tranchées, elles étaient plus ou moins bien constituées. Alors j'ai d'autres images, donc protection, la pointe avec le soleil, visée, dont les Allemands avaient créé le genre de capote qui mettait dessus. Tourne. Là, ce n'est plus une pointe, c'est une boule. Alors, pourquoi une boule? Parce que c'était les artilleurs. Or, les artilleurs sont bien loin des premières lignes. Ils ne craignaient pas le coup de sabre. Donc, c'était beaucoup plus décoratif. Chapka. Ça, c'était les cavaliers qui avaient ça. Vous reconnaissez ce qu'on connaîtra quelques années plus tard, et les têtes de mort des fameux SS. Alors ça, c'est un callback. Et de là vient l'expression argotique, prendre quelqu'un au callback. Ça vient de là. Donc, vous voyez, on retrouve bien les signes des futurs SS. Tourne. Un plus gros. Tourne. Ici, c'est un casque de parade, c'est-à-dire que le Kaiser, qui était le grand patron des militaires, sa garde personnelle avait ses casques avec une pointe très très haute. Voilà le soldat français. On a dit les pantalons chargés comme un mulet. Il avait même du bois sur le dessus pour faire chauffer la soupe. Le képi, avec toujours, donc pas de casque. Le képi, toujours avec du rouge, bien voyant de loin. Et les premiers combats ont révélé que beaucoup de soldats français étaient morts par des éclats d'obus ou des balles dans la tête. Et donc, l'état-major a essayé de trouver une parade. Et voilà la parade. Alors, ça se mettait sur la tête. Ça s'appelait une cervelière. Le seul problème, c'est que sur les côtés, en le mettant sur la tête, ça faisait mal sur les oreilles. Et donc, les hommes le mettaient sur le képi, pour éviter ces douleurs au niveau des oreilles. Donc ça protégeait, c'était plutôt pour faire semblant. Voilà la tranchée. Alors tranchée allemande, très, très bien organisée comme toujours, bien protégée, tourne. Tranchée française, vous voyez c'est un peu le bazar, il y a un peu de tout partout, mais enfin ça protégeait un petit peu. À l'intérieur, comment on vivait? Oh, tout simplement, vous voyez, les hommes, lui, il est dans un abri, une kanya. Le terme de kanya vient du vietnamien qui veut dire maison, kanya. Et donc, les hommes vivaient là, ils se prémunissaient du froid avec des moyens du bord, tourne. Là, on voit, vous voyez, l'homme dort et les autres veillent. Dans les tranchées, des rats
en quantité. Et le gouvernement français a dit on ne peut pas laisser faire ça. Du côté allemand, la même chose. L'État payait 1 sou par queue de rat présentée. Alors je ne vous dis pas, le français, côté allemand, ça s'est bien passé, côté français, la même queue de rat était présentée plusieurs fois et retouchée. Et l'État s'est vite rendu compte qu'il fallait arrêter parce que ça coûtait trop cher. Alors, la protection des tranchées, c'était des fils de fer. Mais pour faire tenir des fils de fer, il fallait forcément des piquets. Or, planter un piquet en plein jour, c'était pas possible, parce qu'en face, ils n'attendaient que ça, hein, des tireurs d'élite tiraient sur ces zones-là. On a essayé de le faire de nuit, sauf que ça faisait du bruit. On a essayé d'entourer les maillets avec des linges, des tissus, mais ça faisait toujours du bruit. Et donc on a inventé, voilà des travaux dans la tranchée, vous voyez l'état, le tas de fils de fer tourne, voilà, les fils de fer présentés sur des piquets et effectivement très pointus, et lorsque le soldat attaquait, il s'empalait sur ces protections. Pour éviter que planter un piquet fasse du bruit, on a inventé les queues de cochon. Alors ça, c'est un petit modèle qui se mettait juste devant la tranchée. C'est très pointu. Mais l'avantage, c'est qu'en le tournant, il se plante. D'ailleurs, ceux qui possèdent un chien, quelquefois pour l'attacher, ils ont le même modèle que ça. Sauf ça, c'est un petit modèle, les autres faisaient 2 mètres de hauteur. Là-dessus était fixé le fil de fer barbelé, qui était une invention américaine. Comment on mangeait dans les tranchées? C'était simple, c'était des pains, des boules de pain. Vous voyez, les ânes les amenaient, les bidons pleins d'eau, tournent. Et on fabriquait la soupe, c'était principalement des soupes, dans une roulante. Pourquoi une roulante? C'est une marmite sur roue. Et les hommes appelaient ça la roulante. Le paquetage des soldats français, vous voyez un peu, il fallait le bouger, tout ça. Tourne. On mangeait dans la gamelle. Voilà le style de gamelle française. Tourne. Est arrivé sur place, dans les tranchées, les fameux camemberts. Avant, l'armée donnait du gruyère, sauf que le gruyère, c'était pas facile, il fallait le partager, tandis que là, on remettait à chaque soldat un camembert. Vous voyez, l'homme est en train de manger. Vous voyez un peu comment il se préserve du froid. Il a mis un jarre de cagoule et puis des peaux de mouton. Vous verrez plus tard que les Allemands achetaient les champs. La peau de mouton, et vous voyez un peu toujours la protection des hommes qui vivaient atrocement dans ces tranchées. Là, les hommes mangent sur la soupe sur des cercueils, vides bien entendu, mais enfin pour quelqu'un qui était là, qui mangeait, peut-être que dans 5 minutes, il était dans le cercueil. Alors, donc, les Allemands ont commencé à créer une sorte pour lutter contre ces tranchées, ils ont commencé à démolir la tranchée, à vouloir démolir la tranchée. Alors, par des obus, bien sûr, par des grenades et par les mines. Alors la mine, c'était un truc terrible. Vous avez, vous voyez, l'Allemand qui est dans sa tranchée, et du côté français, on creuse une mine jusque sous, à peu près, sous la tranchée ennemie. On mettait beaucoup d'explosifs et on faisait sauter. Les soldats qui sont là, ils entendent creuser. Et ils savent très bien que lorsqu'ils n'entendront plus creuser, ça va sauter. Donc, c'était terrible au niveau du mental. Des hommes essayaient d'écouter, un peu comme le médecin, hein, c'est un peu le même système, il essayait d'écouter
où se propageait le bruit. Voilà une mine. Vous voyez, c'est bien creusé. Heureusement, la terre permettait de... Il n'y avait pas besoin de coffrer, de mettre un coffrage. Et dès qu'on entendait creuser, quand on le pouvait, on créait un camouflet. C'est-à-dire une toute petite galerie de mine avec un explosif. Et vous voyez ici, les hommes qui étaient en train de creuser sont morts. Une mine vient d'exploser. Vous voyez un peu le nuage. Vauquois, il y a quelqu'un qui m'en a parlé tout à l'heure, c'est monsieur. Et il peut se rendre compte, le village était ici. Vous voyez les trous de mine? Vous voyez, le village, il n'y en a plus. Et même si un jour vous allez à Vauquois, dans les environs de Verdun, vous verrez, c'est exactement comme ça. Le village avant la guerre de Vauquois, une autre vue de Vauquois vue par un drone, dont on voit bien les trous. Les Allemands ont utilisé pour détruire la tranchée également des obus à shrapnel. C'est pas facile à dire. Voilà. Alors c'était les billes de plomb. L'obus en explosant libérait toutes ces billes. Et effectivement, ça pouvait partager un homme en deux. Alors il y a différentes grosseurs. Vous voyez, certaines c'est du plomb. Heureusement je n'ai pas fait tomber sur le smartphone. Tourne. Et puis les Allemands ont compris très rapidement que si on détruisait la tranchée, lorsqu'on voulait progresser, il n'y avait plus de tranchée pour se protéger. Donc il a fallu non plus détruire la tranchée, mais détruire l'homme qui était dans la tranchée. Et pour ça, on a utilisé les shrapnels, et puis on a utilisé les fléchettes. Il y a un modèle? Ah oui. Voilà. Voilà le style de fléchette, qui était libéré, une caisse entière comme ça, par des aviateurs. Alors, c'était une fabrication à l'origine française. Et vous voyez, les Allemands, par moquerie, avaient créé une fléchette en mettant invention française, fabrication allemande. Et ça, en tombant de très haut, ça partageait un homme en deux. Voilà plusieurs types. Alors, celle du milieu, c'était uniquement pour transmettre des messages. Donc, vous voyez, les moins pointus tournent. Autre technique utilisée, ce sont les chaussetrappes. Alors ça, les calstraps en allemand. Alors ça, c'est pour les hommes, et cela, c'est pour les chevaux. Parce qu'un homme, à l'époque, les souliers des soldats étaient très peu résistants à la semelle, donc il marchait là-dessus. Un homme qui ne peut plus marcher, il n'est plus utilisable par l'armée. Et pareil pour les chevaux. Et pour détruire l'homme, toujours dans la tranchée, on a utilisé du côté allemand les gaz, dont le premier usage a eu lieu à Ypres, et ce nom s'appellera l'hypérite, qui est très connu. Quelques années plus tard, ils vont utiliser un autre gaz qui est encore utilisé dans les opérations, qui s'appelle le phosgène. Alors le problème pour ce gaz, c'est que le gaz était contenu un peu comme les soudeurs, vous savez, un truc, avec un tuyau qui était censé projeter le gaz vers l'ennemi. Sauf que ça a marché très très bien, mais un jour, un coup de vent a renvoyé le gaz chez les Allemands. Et ce jour-là, ils ont dit, bon, maintenant, on arrête parce que c'était la punition la plus terrible. Donc, ils vont créer tout un tas
tu avances trop vite. Ils vont créer tout un tas d'obus à gaz qui permettaient de pouvoir éliminer les soldats ennemis. Il faut savoir que le but des gaz n'était pas de tuer sur place, mais de tuer à petit feu. Et les Allemands pensaient que tous ces hommes rentrant chez eux avec les poumons atteints par le gaz allaient mourir petit à petit et faire de la place pour l'invasion finale. L'utilisation également des lance-flammes. Terrible chose que le lance-flamme. Près de Verdun, au bois de Malancourt, deux régiments de jeunes appelés, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de service militaire, on partait directement au front, voient des soldats allemands avec le lance-flamme. Ils ont pris peur, ils se sont rendus. Ils ont été tous achevés par une balle dans la tête. Et les chercheurs, de mes collègues chercheurs, n'ont jamais retrouvé quoi que ce soit de ces soldats. Pourtant, ça faisait 120 tonnes. L'explication que j'ai toujours émise, c'est le lance-flamme. Ils les ont passés au lance-flamme, donc on ne retrouve plus rien. Tourne. Alors, avant de passer côté 1915, il y a un effet qui est apparu au tout début de l'année 1915, ce sont les fraternisations. C'est-à-dire que des hommes ne voulaient plus partir au combat pour se faire tuer, donc ils ont commencé parce que les tranchées étaient quelquefois à quelques mètres l'une de l'autre. Allemands et Français ont commencé à s'échanger de la nourriture, parce que côté français on mangeait bien, côté allemand ils mangeaient très mal. Mais ils avaient du schnapps, c'est-à-dire de l'eau de vie, et d'autres délicatessen, comme ils disent, c'est-à-dire des douceurs. Et on s'échangeait. Alors effectivement, les officiers ont mis vite le holà, puisque ça ne correspondait pas à l'idée de défendre le pays. Et puis, cette année-là apparaît également la fameuse croix de guerre, dont la majorité des soldats, finalement, ont été décorés. Alors, quand même, en 1915, on commence du côté des militaires et de l'État, on commence à chercher des solutions pour améliorer un peu la position des soldats français. Et on va créer le cascadrian, du nom de son nom. Alors c'est un tôle tout à fait simple. Hein. Vous voyez, c'est tout. On a fait un essai avec ce casque, mais il présentait un défaut, c'est que lorsqu'il y avait une explosion d'obus à proximité, les gens devenaient sourds, parce que ça empêchait la déflagration de s'étaler. 1915, c'est la première apparition du parachute. Alors il faut savoir que le premier qui a sauté, c'était un marin. Et c'était très important parce que jusque-là, les hommes qui étaient soit dans un avion, soit dans un ballon, lorsque le ballon était crevé ou l'avion descendu, et le pilote mourait. Il n'y avait pas d'autre solution. Au moins là, les premiers parachutes ont sauvé pas mal de vies. 1915, c'est la fameuse apparition de la chanson La Madelon, que tous les anciens de 14 connaissent, très célèbre, mais jusque-là, ça avait été une chanson créée dans un cabaret parisien, mais qui n'avait pas du tout marché. Et là, avec l'armée et tout, ça a bien pris, à tel point qu'à la fin de la guerre, on crée une autre Madelon. À Didon, on a eu la victoire. Côté allemand, la création de ce casque qu'on verra durant la Deuxième Guerre mondiale, lui, c'est pas de la tôle, hein. C'est du dur. Et très belle protection. Le nom, c'est le Stabel, difficile à prononcer, mais on l'appelle beaucoup, le plus souvent, un casque à boulons. Vous voyez, parce que c'est sur ces deux boulons, déjà il protège bien, mais en plus on mettait une protection en acier très solide. Pourquoi? Parce que tout simplement dans la tranchée,
pour voir, il fallait un peu lever la tête. Donc vous voyez un peu la différence. On va créer, les Allemands avaient créé la grenade tortue. C'est-à-dire que dans les terrains en pente, on laissait descendre sur ce bord, on laissait descendre la grenade, et lorsqu'elle touchait 7 fois ça, elle explosait. Très peu pratique. Aussi, les Allemands vont créer la grenade à manche. Très facile d'utilisation, puisqu'il suffisait d'attirer ce truc, on tire et on jette. Et en plus, on pouvait la porter à plusieurs. Sauf que le plus délicat dans l'affaire, c'est que quand vous aviez toute une ceinture de grenades, il suffisait d'une balle dedans, tout pétait. D'ailleurs, vous voyez, on voit le soldat qui a un masque et qui va jeter la grenade. L'autre, il est à la mitrailleuse lourde. Tourne. 1916, c'est la bataille de Verdun, c'est le fort de Vaux. La plus belle bataille, c'est celle du fort de Vaux. C'est pas parce que mon grand-père y était, mais il faut reconnaître que pendant 7 jours et 7 nuits, les hommes étaient dedans, à l'intérieur, sans eau. Ils sont arrivés jusqu'à boire leur urine pour survivre. Et au bout de 7 jours et 7 nuits, il a fallu se rendre. Et donc, on est parti, enfin les soldats sont partis. Les Allemands leur ont présenté les armes en l'honneur pour reconnaître la valeur de ces soldats français. Et le dernier survivant que j'ai eu la chance d'amener pendant des années à Verdun me disait, lorsqu'on est sorti du fort, il y avait des trous d'obus, pleins d'eau. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé de la nourriture, mais l'armée donnait beaucoup de vin, mais pas d'eau. C'était pas facile. Et donc, lorsqu'ils sont sortis, ils ont vu un trou d'obus plein d'eau. La première des choses, ils se sont projetés pour boire. Et au bout d'un moment, les Allemands, parce que ça canardait, donc les Allemands leur ont dit, il faut partir. Et en partant, le pépère Vigiès, il s'appelait comme ça, il était du Lauragais, et il me dit, quand on est parti, j'ai vu que dans l'eau, il y avait des cadavres d'hommes et de chevaux. Mais on avait tellement soif. À l'intérieur également, il y avait un pigeon, le fameux pigeon du fort de Vaux, qui avait un matricule et qui s'appelait le Vaillant. Il est parti du fort de Vaux avec un message à la patte, où le commandant du fort, le colonel Reynal, demandait de l'aide, qu'on vienne les délivrer. Le pigeon part du fort, il arrive à la ville de Verdun, environ 7 km, et au pigeonnier de la ville de Verdun, le lieutenant qui le reçoit, il le reçoit dans les mains, le pigeon meurt. Pourquoi? Parce qu'en survolant le terrain de combat, il avait respiré des gaz. Et donc, c'est le seul animal qui a eu la Légion d'honneur. Voilà le pigeon, enfin, la reproduction. Mais le pigeonnier tel qu'il était à l'époque. Alors 1916, c'est aussi le changement de l'heure. Ce que nous appelons, nous, maintenant, l'heure d'été. Et déjà, on ment aux Français. Vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui, à l'époque déjà. Pourquoi? Parce qu'on leur disait, comme en 70, lorsque Giscard a mis l'heure d'été en place, on disait dans les journaux que c'était pour économiser la houille et le charbon. C'était pas du tout pour ça. Tout simplement parce que les Allemands, eux, l'appliquaient, cette heure, avancée d'une heure. Et donc, dans les tranchées, on attendait une attaque à 15h et à 14h, ils nous tombaient sur le rang. Donc, on a adopté l'heure d'été, le changement de l'heure. Mais les journaux disent que, à cause de cette heure, comme dans les années 70, les poules n'allaient plus pondre et les vaches n'allaient plus produire de lait. Alors pourquoi on a surtout pris cette heure? Parce que c'était pour que ça corresponde. Et d'ailleurs, dans les zones occupées, on disait qu'on vivait à l'heure allemande. En 39-45, pareil, on vivait à l'heure allemande, parce qu'on avait repris cette heure-là. 1916, c'est le premier paiement de l'impôt. Alors puisque te voilà, viens payer l'impôt.
c'est une vue un peu humoristique de l'affaire. Mais en fait, c'est depuis cette année-là que nous payons l'impôt. 1917, c'est l'arrivée des Américains. Alors, ils ont amené, on le verra tout à l'heure, tout un tas de choses, mais ils arrivaient avec une certaine désinvolture. On partait avec le fusil en sifflotant, etc. Puis, il a fallu vite qu'ils se rendent compte que la guerre, c'était pas... Et donc, ils ont amené tout un tas de choses, vous voyez, des motos, choses qu'on ne connaissait pas du tout ici.